Nous allons étudier le daf Yud Dalet dans Masechet Bamakaman. Reprenons cette ligne à la fin du daf Yud Gimel Amud Bet. Amarma, sur un enseignement d'une braïta qu'on le répète, Keshezik Hav Amazik, lorsqu'il y a un dommage, la personne qui est responsable du dommage doit payer. Ça vient rajouter quelqu'un dans la Mishnah. La braïta déduit que ça vient rajouter les avis Shomer Chinam Vea Shoel, celui qui devait garder un objet, Vea Shoel, et celui qui a emprunté un objet, Nosé Sachar. Vea Socher, celui qui a un salaire ou qui emploie quelqu'un, Echidame. Quels sont les cas qu'on a cités? Alors déjà le début, quand on a dit qu'il y a un Shoel, c'est surtout le Shoel, celui qui emprunte. Quel est le cas du Shoel? Il est Madaske Torah des Mash, il est Torah des Shoel. Et on dit que donc il est Chayav. Si on dit que c'est dans le cas où celui qui prête le taureau endommage le taureau de celui qui a emprunté. Donc imaginez que quelqu'un possède un taureau, il en emprunte un autre, et le taureau qu'il a emprunté endommage son taureau. Et on dirait à ce moment-là que le propriétaire serait coupable. Mais c'est pas possible. L'Imalé, il lui dit attends, il ou azik be'alma ba'et l'ishalome'at ashta deskel torah didach menay shalomé. Il dit attends, je comprends pas, ça n'a pas de sens. Moi, je t'ai prêté un taureau. Si ce taureau que je t'ai prêté, si ce taureau-là, pendant qu'il était chez toi, s'il avait endommager quelque chose ou un taureau qui appartenait à une autre personne, c'est toi qui étais responsable, parce que comme tu me l'as emprunté, c'est toi qui es responsable de le garder. Alors s'il avait endommagé quelqu'un, c'est toi qui aurais dû payer. Maintenant qu'il endommage un de tes propres taureaux, ce sera à moi de payer, ça n'a pas de sens. Et là, donc la Gemara propose, Daske Torah des Shoel, les Torah des Machilikou, c'est l'inverse. Que c'est le taureau qui appartient à la personne qui a endommagé le taureau qu'il a emprunté. Donc une personne a emprunté un taureau, il a aussi un taureau à lui, son taureau à lui emprunte, endommage, blesse le taureau qu'il a emprunté. Et à ce moment-là, on dirait qu'il est chayav. On m'a dit, il est là aussi. Ilo izag ve'alma ma'el shalom ekule Torah. Et là, on comprend pas pourquoi c'est que chatzinezek. Parce que le fait que la personne doive payer, c'est normal. Mais normalement, lorsque quelqu'un m'emprunte mon taureau, comme il emprunte, il est chayav, il doit payer la totalité du dommage. Et même si le taureau qu'il a endommagé n'en était qu'une de ses 3 premières fois et que normalement il paye que la moitié, ça ne fonctionne pas lorsqu'il y a un emprunt. Donc puisque si c'était un autre taureau, ben, les shalom le Torah, tu aurais dû me payer tout. Achetad et Aske Torah maintenant que c'est un de tes propres taureaux qui l'a fait, pas le Ganiska ou Dimshel Matle, c'est la moitié que tu vas me payer. Donc ici, la Gemara n'arrive pas à comprendre de quelqu'un en parlant de ici que lorsqu'il y a un emprunt d'un animal et qu'il y a une blessure, on paiera, mais on paiera comme un keren normal, donc la moitié dans les 3 premiers cas. Et ici, on n'arrive pas à comprendre de quel cas parle-t-on. Est-ce que c'est un cas où c'est l'animal emprunté qui endommage, et à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est le propriétaire qui est responsable, ce qui, a priori, n'a pas de sens, puisque celui qui emprunte, c'est lui qui est responsable. Et d'un autre côté, si on dit que c'est un cas inverse, où c'est l'animal qui appartient à la personne qui emprunte, qui a endommagé l'animal emprunté en question, dire qu'il ne paye que la moitié, ça n'est pas suffisant non plus qu'il devrait tout payer. L'agma revient au premier cas, à la première proposition, il dit alors là, des asket Torah des machines, les Torah des shoel. Non, on est obligé de dire que c'est un cas où c'est bien l'animal emprunté qui blesse l'animal de celui qui avait emprunté une vache. Et alors pourquoi c'est le propriétaire qui est chayav? Chavé Maskina, de quel cas parle-t-on? Chez Kibel Alav Shmirat Gufo, c'est un cas où la personne qui a emprunté a dès le départ précisé, et ils se sont mis d'accord là-dessus, qu'ils ne s'engageaient que sur la protection de l'animal emprunté, de sa protection à lui, c'est-à-dire qu'il avait dit voilà, je t'emprunte cet animal et je m'engage à ce qu'il ne soit pas blessé, mais je n'accepte pas de m'engager vis-à-vis des autres si ton taureau blesse. Et l'autre qui veut la lave, Shumira des Akav, et donc il n'a pas pris l'engagement de protéger les autres de ces dommages. La Gemara dit alors si c'est ça, si c'est un cas où la personne ne s'est engagée qu'au sujet de la protection de l'animal lui-même, mais pas de la protection des autres, si c'est ça, je ne comprends pas la fin de cette même braïta. Et Achim Asefa, je ne comprends plus la fin. C'est marqué que dans le cas où l'animal a bien été enfermé, protégé,
ça et que le mur s'est fendu balaïla la nuit. Oh, chez soit l'estime ou que des voleurs ont cassé la barrière ou le mur. Yatzta veizika et que l'animal est sorti, pas tour. Il est dispensé. Et de là, on voit quoi? On voit que c'est parce que le mur a été cassé et la nuit, dans des conditions particulières, qu'il est dispensé. Sinon, il serait khayab. De là, on voit qu'il a l'air d'être responsable des dommages causés. Ah, bayom, khayab. Ah, l'okibel alav, shimar nezakav. On voit de ce cas-là que si ça s'était passé le jour et dans des conditions différentes, il serait khayab. Or, on a expliqué que la Braïta parlait d'un cas où il ne s'était pas engagé à prendre la responsabilité des dommages. La Gemara a dit, en fait, on n'est pas dans le même cas au début et à la fin. Chikama. Au début, effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on parle d'un shoel, quelqu'un qui emprunte, et lors de son emprunt, il précise qu'il ne prend pas sur lui la responsabilité des dommages que pourrait causer l'animal emprunté. Après, ce qu'il faut préciser avant le dernier cas, c'est que, par contre, Im kibel alav, shmiran nezakav, si par contre il s'est engagé à protéger les autres des dommages de l'animal emprunté, chayav, il serait responsable. Et dans le cas où il aurait été responsable, on fait une exception. Ou nifret sabalaï, lorsque le mur a été cassé, fendu la nuit, ou je sais pas, soit les stimo que c'est des voleurs qui l'ont cassé, et stavezika que l'animal est sorti endommagé, à ce moment-là, pas tour. Donc il manquait une sorte de transition entre les deux cas. Maintenant, on revient sur l'explication de la Mishnah. Sur l'explication de la Mishnah, on avait dit à un moment donné qu'on citait des exceptions, et à un moment donné on disait, il y a le dernier cas, c'était le cas de Reshut, qui est à la fois Mazik et à la fois Nizak. Le Reshut, lorsque le dommage se fait dans un endroit qui appartient à la fois à la victime et à la fois celui qui est responsable. Et on avait vu qu'on avait deux manières de lire la phrase. Où mettons le point et la virgule. Est-ce qu'on continue de mettre ça dans les exceptions? Quand est-ce que la personne sera dispensée de payer? Lorsque ça se passe chez lui. Et lorsque ça se passe dans un domaine commun, ça fait partie des exceptions. Ou non, on arrête les exceptions avant. Et ce dernier cas qu'on a cité est en fait le début de la phrase d'après. Si c'est dans le domaine des deux, du Mazik et du Nizak, Chava Mazik, il doit payer. Et donc du coup on a deux compréhensions totalement opposées au final, qui nous faut une marloquette. Est-ce que lorsque, marloquette ici, Amoraïm, pas Tanaïm, une Amoraïm pour comprendre la Mishnah, est-ce que lorsque le terrain est un terrain qui est en commun à la fois la victime et à la fois celui qui est responsable du dommage, parce qu'il est propriétaire par exemple de l'animal, est-ce que dans ce cas-là il est responsable ou il ne l'est pas? C'est une marloquette. Et la Gemara s'étonne sur un des avis. Héni. Mais Hataner Rav Yosef, il y a une braïta qui dit quoi? Chatzar shutafim ve'apundak. Lorsque ça se passe dans une cour qui est en association, la pundak, c'est une sorte d'auberge, de lieu commun. Intéressant ici de retenir ce mot parce qu'on va s'en servir pour expliquer le premier. Chayav bahen à la chaîne va la regel. Celui qui est responsable du dommage, il sera responsable si l'animal a fait chaîne ou regel, s'il a brouté ou s'il a piétiné. Et on voit ici que même si c'est chatzar shutafim, même s'ils sont associés dans la cour, si l'animal de l'un endommage le terrain et finalement il est responsable, tiouta, des Rabbi Lazar, c'est une braïta qui a l'air de s'opposer à la lecture que Rabbi Lazar avait dans notre Mishnah. La Gemara dit dans tous les cas, sache que ce que dit Rabbi Lazar, on le retrouve dans une autre Mishnah. Amalcha Rabbi Lazar pourrait te répondre, Vetisvara, et quoi, toi, tu crois que les braïtot et les Mishnayot sont faciles à comprendre? Matit, un ami, milopligué, est-ce que tu veux pas dire, tu refuses de dire que les braïtot se contredisent? Veatania, pourtant, il y a une braïta qui dit Arba'a klalot aya Rabbi Shimon ben Elazar, Omer ben Nezakin. Il y a 4 klalim, 4 généralités dans les Nezakin. Kol sheoreshut l'nezak velamazik, velolamazik, tout endroit qui appartient exclusivement à la victime et pas à celui qui est responsable. Chayav bakol, il devra tout payer, celui qui est responsable. Des mazik velolanizak, si par contre le terrain appartient exclusivement à celui qui cause le dommage et pas à la victime, patour, mikol, il est complètement dispensé. La zévelazé, lorsque ça appartient aux deux, kegon, par exemple, chatzara shutafim, c'est le cas de la variété précédente. Bik'a, c'est un endroit, une prairie, une plaine pour brouter. Patourba à la chaîne, va la régel. Il sera dispensé à la fois de chaîne, à la fois de régel. À la negicha, à la negifa, à la neshicha, à la rbitsa, à la be'ita.
il sera aussi dispensé de tous les dommages causés par l'animal, le fait de pousser avec son corps, le fait d'encorner, le fait de mordre, le fait de s'allonger sur quelque chose et de l'abîmer. Tam et Shalem Hatsi Nezek, s'il est tam, il paiera la moitié du Nezek. Moran, Mishalem Nezek Shalem, si par contre ça fait plus de 3 fois, il paiera la totalité. Lolazé velolazé, lorsque ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre, qui gon Khatsa Sheno Sheshneem, comme une cour qui n'appartient pas aux deux. Chayav bo à la chaîne, va la régel, il chayav de chaîne et régel, va la nigcha, va la nishicha, va la nigicha, va la nigifa, va la rivitsa, va la beïta. Tam Mishalem Hatsi Nezek, Moran, Mishalem Nezek Shalem, c'est comme le cas précédent, il paiera à chaque fois. Dans tous les cas où le Torah est endommagé, et quand c'est Keren, il paiera la moitié dans les 3 premiers cas, et après il paiera la totalité. En tout cas, on a déjà une contradiction entre les deux braïtot, ce qui permet de laisser la place à la lecture de Rabbi Lazar, parce que la première braïta avait dit que Khatsar Shutafin, que lorsqu'on en avait une cour qui appartenait à 2 personnes, il était chayav. Celui qui a un des deux qui a causé un dommage au terrain de l'autre, il est chayav. Et dans la braïta qu'on a cité avec les 4 klalim, on a vu que finalement, au contraire, c'était finalement dans ce cas-là, il était patour. Et donc du coup, tu as qu'à dire que c'est ça la marloquette. Amoraïm, on la retrouve dans les Tanaïm. La Gemara maintenant va expliquer la contradiction. Elle dit caché ad, il y a une contradiction dans les braïtot. La Gemara nous dit Kitanya ha'i, bechatsa miyuchedet lazé velazé, ben les perot, ben les shvarim. La Gemara va t'expliquer. Quand est-ce qu'on dit que c'est patour, la deuxième Mishnah, c'est quand c'est quelque chose qui est meshutaf aux deux. Donc c'est une vraie cour, un vrai endroit qui appartient aux deux, à la fois pour les fruits et les légumes qu'il y a dans la cour, et à la fois pour mettre les animaux. Et Haïd et Rav Yosef, l'autre cas on a dit qu'il était chayav, c'est Bachassam Yochedet, les perot, Venam Yochedet et Shvarim. C'est une cour qui était commune aux deux pour tout ce qui était végétaux, donc ils ont partagé les récoltes et tout ce qu'il y a et les fruits, mais par contre, les deux n'avaient pas le droit de mettre les animaux. Et du coup, comme il n'y a qu'un des deux qui a le droit de mettre ses animaux, lorsque l'autre amène les siens et que ces animaux endommagent, à ce moment-là, c'est comme s'il endommageait dans le domaine du Isaac, puisque par rapport à l'autorisation ou pas de mettre ces animaux, il n'y en a qu'un qui est propriétaire et qu'un seul qui a le droit, et donc ça s'appelle que c'est Rachut de Isaac, c'est pour ça qu'il est Chaya. Donc c'est comme ça que l'on a résolu la contradiction qu'il y a entre les braïtot. Finalement, la braïta qui dit qu'il n'est pas tour, c'est parce que réellement c'est vraiment une cour qui appartient aux deux, où les deux peuvent mettre les taureaux lorsque chacun peut apporter ses taureaux. À ce moment-là, effectivement, s'il a un dommage, il sera pas tour. Quand est-ce qu'on dira qu'il sera chayav? Dans le cas où même s'ils sont associés sur un domaine comme les fruits, ils ne sont pas associés sur l'autorisation de mettre les animaux, et du coup, c'est comme si réellement il a amené son taureau dans un domaine qui appartient entièrement à la victime. C'est la raison pour laquelle il est chayav. La Gemara va déduire que c'est bien cela l'explication du fait que dans les deux cas, après avoir dit la cour qui est commune, on a parlé d'un autre cas. Et une fois on a dit pundak, une auberge, une fois on a dit bika, un endroit où les animaux vont brouter une sorte de plaine. Des kanami, des katanés, domia des pundak, des katanés atam, domia des bika. La preuve que c'est ce que je te dis, c'est que regarde le cas qui est suivant chaque fois dans la braïta. Tu vois bien que c'est cela. Pourquoi? Parce que tu dis Khatsa Shtafim, Vea Pundak, Pundak c'est une auberge, donc c'est un endroit où on n'a pas l'autorisation de mettre les animaux. Et dans le cas où je te dis que c'est un cas où ils ont l'autorisation de mettre les animaux, le cas suivant c'est Bika, c'est une plaine où effectivement on va laisser les brouter les animaux. Shma Mina apprend de là. Donc accepte cette preuve que cette contradiction entre les braïtot est bien due au fait que finalement on ne parle pas du tout du même cas. Donc Rabbi Zera va poser une question et va trouver que le pshat est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que nous on sait que pour être hayav, pour Shen Veregen, il faut que ça se passe dans le domaine de la victime. Rabbi Zera object, Keva des Miuchedet, les perot. Puisque ce terrain, même s'il n'y a qu'un seul qui peut amener ses animaux, au final, pour tout ce qui est végétaux, ça appartient aux deux. Donc puisque le terrain, dans un domaine au moins, appartient aux deux, on a un souci, c'est qu'on ne peut pas dire réellement que c'est le domaine exclusif de la victime. Voilà, Beinan, ou bien Bizdacher, mais pourtant, nous on a besoin d'appliquer, ou bien R qu'il a détruit, Bizdacher dans le champ de l'autre, de la personne en question, de la victime. Veleika, et ce n'est pas le cas. Amarle Abaya, il lui répond,
Keivan dedan miuchedet tishvarim, c'est acher karinabe. Le fait que dans un domaine, il n'y en a qu'un seul qui puisse amener ses animaux, en cas de shvarim, à ce moment-là, c'est suffisant pour dire que c'est le domaine du Isaac. On n'a pas besoin que ce soit son domaine dans tous les sujets, dans tous les domaines. Donc, du coup, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est la réponse. Et du coup, c'est comme ça qu'on a expliqué les différences entre les braïtot. La Gemara nous dit, si c'est ça, puisque les braïtot qui ont l'air de se contredire, on a réussi à finalement amoindrir la marloquette. Et finalement, on ne parle pas de deux cas complètement différents, on parle vraiment d'une petite nuance. Amalé Ravacha, midi c'est les Ravina, à ce moment-là, Ravacha il dit à Ravina, Lema, Mimatniata l'obligé, Amoraine mi l'obligé, si c'est ça, puisque finalement les Brighton ne se contredisent pas, mais elles parlent de cas différents, peut-être que les Amoraïm aussi, avec la lecture qu'ils ont différente de la Mishnah, peut-être que finalement c'est une lecture différente, mais parce qu'ils parlent de cas différents. Réponse de la Gemara à Marley, et tu as raison. Même Timtselom a appliqué, et à la limite, s'il devait y avoir une marloquette, ce serait peut-être la marloquette, mais Kusha de Rabizera, Bepruka, d'Abaye plié, peut-être qu'ils discutent sur la Kusha de Rabizera, et la réponse de l'Abaye, c'est-à-dire qu'on parle effectivement de ce cas-là, et même si on dit que c'est une marloquette qui ne sont pas d'accord, c'est peut-être parce que, justement, un pense qu'à partir du moment où, dans un domaine, ils sont associés, ça s'appelle pas Sdacher et le Tirasi. À partir du moment où, dans un domaine, ils sont séparés, ça s'appelle déjà Sdacher. Maintenant, on reprend un enseignement qu'on a utilisé pour expliquer la marloquette Amoraim et donc des Braithot. C'est la fameuse histoire avec les 4 klalot, Goufa, Arba'a klalot. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer ben Zakin, il y avait 4 klalim, klalot dans les Zakin, que disait Rabbi Shimon ben Elazar. Kol she'oreshut l'anizak velo lamazik, chaya bakol. Dans le cas où c'est un domaine qui n'appartient qu'à la victime, celui qui est responsable, il sera chayav, il devra payer tout. Alors la Braïta ici, la Gemara va déduire qu'ici, on ne dit pas qu'il doit payer dans tous les cas, mais il doit tout payer, dans tout. Ce qui veut dire à la fois dans tous les cas, mais il doit payer les shalem, il doit payer la totalité du dommage. Alors que dans certains cas, normalement, dans les 3 premiers cas de Keren, on ne paye que la moitié. À la kol katanea, on n'a pas dit qu'il perd dans tous les cas. Et là, chayav bakol, il perd à tout. Mais koulé nezek, il perd à tout. La Gemara dit alors c'est qui Imani, c'est Rabbi Tarfon, de Amar, mais Shune Keren Mechatzar Nizak, Nezek Shalem, Meshalem, c'est que lui pense Rabbi Tarfon, on le verra un peu plus loin, que lui pense que lorsque ça se passe dans le domaine exclusif de la victime, même si le taureau en est à sa première blessure, le propriétaire devra payer Nezek Shalem. Le seul problème, c'est que la fin de cette même braïta avec les 4 klalotes n'a pas l'air de coller avec la vie de Rabbi Tarfon. Et c'est Farga à la fin, l'olazé, velolazé. Dans un cas où la cour n'appartient ni à l'un ni à l'autre, comme une cour donc, qui n'appartient pas aux deux, Chayavba, il doit payer à la chaîne, à la règle. Et donc là-bas, il devra payer combien sur chaîne et règle si on ne précise pas. C'est normalement maï l'olazé, velolazé. C'est quoi l'olazé, velolazé? C'est quel cas? Il est ma l'olazé, velolazé, klal. Si on dit que ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et là, mais un étranger. Pourtant, on a vu un instant qu'on ait besoin que le terrain tout de même appartienne à la victime. Veleka, et ce qui n'est pas le cas ici. Et la pshita, donc forcément, que c'est quoi le cas? Le lazé ve le lazé et la lechad. Qu'en fait, ça appartient à un des deux. Donc à qui? À la victime. Katane sefa, et on dit quoi là-bas? Tam mishalem khatsinezek, que pour les premières fois l'animal perd à la moitié, ou Moad, et après 3 fois, Nezek Shalim perd à la totalité. Et du coup là-bas, c'est plus Rabbi Tarfon, c'est Rabbanan, Atane Rabbanan. Namre Mishune Ken Khatsin Anizak. Khatsinezek ou Dim Shalem. Riche Rabbi Tarfon, c'est faire Rabbanan. Est-ce que c'est possible de dire que le début de la Braïta, c'est Rabbi Tarfon, et la fin c'est Rabbanan? La Gemara dit oui, ça arrive parfois. In. Amale Shmuel Rav Yehuda. Shmuel a déjà dit ça à Rav Yehuda dans une Mishnah suivante. Shinena, ça c'est l'expression que Shmuel donne affectueusement à Rav Yehuda pour sa harifout, son intelligence. Shevok matnitin, laisse la Mishnah, veta abatrai, et suis ce que je te dis, recha Rabbi Tarfon, vestei Rabbanan, parce que le début c'est Rabbi Tarfon et la fin c'est Rabbanan. Donc l'idée de dire dans une braïta, on peut avoir deux Tanaïm qui s'opposent sans que l'on précise les noms.
c'est tout à fait possible. Donc du coup, pour l'instant, on explique que dans la Braïta, le premier cas justement qui est cité, où on dit que ça appartient à la victime, et un des cas qui sont cités après, qui est de dire que ça appartient ni à l'un ni à l'autre, finalement c'est le même cas, ça appartient à chaque fois au Nizak. Et une fois on enseigne la lacha selon Rabbi Tarfon, et une fois selon Rabbanan. Donc même s'il n'y a pas quatre cas différents, il y a trois cas différents, mais il y a quatre halachot différentes, parce qu'on cite la vie de Rabbi Tarfon et de Rabbanan. C'est pour ça que ça ne nous dérange pas l'expression quatre klalot. Quatre klalot ne nécessite pas forcément que ce soit quatre cas différents, quatre situations différentes, même trois situations différentes, tant qu'au niveau d'halachot, on a bien quatre halachot différentes. L'agman propose un autre chat pour expliquer la Braïta. Ravina, Mishme de Rava Amar, au nom de Rava, Ravina disait Kula Rabbi Tarfon, toute la Mishnah, toute la Braïta, c'est Rabbi Tarfon. Maï lolazé, velolazé, c'est quoi le cas? On dit c'est ni à l'un ni à l'autre. Lolazé, velolazé, les pérotes, et la dechad, lazé, velazé, les shvarim. Donc effectivement, quand on dit que c'est ni à l'un ni à l'autre, c'est au sujet de pérotes. Mais ça appartient à un seul des deux. Par contre, par rapport au fait de mettre les animaux, lazé, velazé, les shvarim, ça appartient aux deux. Delgabé Shen, Avia la Khatser Anizak. Donc par rapport à Shen, par rapport au dommage causé par le fait que l'animal broute, ça s'appelle Khatsar Anizak, c'est le domaine de la victime. Gabé Keret, par rapport au fait d'encorner, Avia la Reshut Arabim, c'est Reshut Arabim, puisque finalement c'est un terrain qui, au sujet des végétaux, appartient à un seul, et au sujet des animaux, appartient aux deux. C'est pour ça que c'est Reshut Arabim, et que c'est donc Khatsi Nezek. Donc du coup, on aurait expliqué comme ça la Braïta. On va dire, ici c'est ça, on revient au cas qu'on a cité précédemment. Arba'a, Shlosha Avu. Si c'est ça au final, si c'est ça, puisqu'on nous dit ici que Ipera Khatsi Nezek, ça ressemble finalement à l'autre cas. Donc on aurait ici, même si on a quatre cas différents, on aurait trois lachot différents, puisque finalement, on a la même situation où il est chayav de Khatsinezek. Et donc du coup le troisième et le quatrième cas disent exactement la même chose. Donc la Gemara nous dit que même si c'est dans des cas un peu différents, c'est trois halachot, arba, shoshavu, il y a trois cas. La Gemara, Amar, Rav Nachman, Bar Yitzchak, réponse de la Gemara, shlosha kelalot, be'arba mekomot. Effectivement, tu as raison. Il y a quatre halachot, trois halachot, mais dans quatre situations. Donc puisqu'on a été mechadesh une situation ici, où le terrain au niveau des végétaux n'appartenait qu'à un seul, au niveau des taureaux, des animaux appartenait aux deux, c'est un nouveau cas, même s'il les répète, même halakha qui est cité dans la Braïta, au final, ça reste tout de même quatre situations différentes. Et donc, soit on explique, comme on a dit avant, que finalement on a trois cas, mais quatre halakhot, parce qu'on a Rabbi Tarfon et Rabbanan qui sont cités pour un seul et même cas, soit on dit comme Rava, que finalement c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a trois halakhot, mais qu'il y a quatre cas, parce que deux cas aboutissent à la même halakha. Nouvelle Mishnah, qui est assez difficile à lire dès le départ. Shum ici c'est l'estimation, c'est kesef, l'estimation en argent. Shave kesef. Après on dit l'équivalent de l'argent, ça a l'air d'être ici le remboursement lorsqu'il y a un dommage. Si cette Mishnah est un peu, les phrases de cette Mishnah sont un peu manquantes. Donc on est là nous de dire finalement que l'estimation d'un dommage, shum kesef, c'est en argent. Et après il faudrait deviner que le remboursement se ferait shave kesef, avec quelque chose qui équivaut à de l'argent. Et il faudrait que ça se fasse aussi bifne bedim devant bedin, vers alpi edim, et grâce à des témoins, benechorin, qui sont libres et pas des esclaves, ou bnebrit, et des juifs, anashim bichlal anizak, anezek, et les femmes sont concernées par tout ce qui est dommage, anizak, vamazik, betashumim, et parfois le nizak et le mazik, la victime, et celui qui est responsable, peuvent partager le poids d'un dédommagement. En tout cas, le début de la Mishnah déjà, qui disait Maï Shom Kesef. C'est quoi Shom Kesef? L'estimation en Kesef, en argent. Marabuda, Shom Zeloye la Kesef. C'est une halakha qui nous dit que l'estimation d'un dommage et donc le remboursement ne peuvent se faire qu'avec une valeur financière qui est vraiment clairement définie. Danina Lead, Norabanan Simraita qui le dit. Parash Ezika Talit, une vache qui a endommagé un vêtement précieux. Talit Ezika Para, ou l'inverse.
un habit qui était posé, ou un tissu, la vache a trébuché dessus et s'est blessée. En omrim tetsepara vetalit, talit de para. On ne dit pas, bon voilà, on va faire un échange, les valeurs sont à peu près égales. L'un il prend le taureau, l'autre il prend le vêtement, inversement. Non. Et la chamine au tabedamin. Non, on regarde le dommage, on l'estime à une valeur et après, on demande à la personne responsable de payer avec son argent. Maintenant, Shavek Kesef, on a dit que c'est Shavek Kesef. On a dit c'est des Tanoura, c'est une Braïta qui dit quoi? Shavek Kesef. Lorsqu'on nous dit que c'est avec Shavek Kesef, avec l'équivalent de l'argent, mais la mèche en beddin niskakin et là nichasim chez Shlaim Achariut. C'est-à-dire que le beddin ne vient récupérer l'argent pour la victime, chez le coupable, qu'à partir des biens qui sont des biens immobiliers. Aval, im kadam nizak, metafas mitaltelin. Si par contre la victime s'est déjà servie et a demandé, a pris des biens, des objets immobiliers, bedin gobimlo, mehen, le bedin les récupère. Maintenant, amarmar, shavek kesem elaben she'en bedin niskakin, et là nichasim chez Shlaim Achariot. On a vu dans la Braïta que l'expression shavek kesem de la Mishnah était utilisée pour déduire que finalement, on ne prenait de la personne qui est responsable que des terrains. Shavek kesef, la Gemara dit, Maïk Mashma, comment tu déduis de l'expression shavek kesef l'équivalent d'argent qu'on parle de biens immobiliers? Amaraba baroula davar shavek kol kesef. Pourquoi est-ce que shavek kesef, ça veut dire toute chose qui vaut, quelque chose qui vaut tout l'argent. Ça veut dire quoi, quelque chose qui vaut tout l'argent? Maïniou, davar shen lo na'a. Ah, peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas de na'a. Un objet en général a un prix. Si quelqu'un vend un objet au-dessus de 1/6 de la valeur de l'objet, on annule la vente parce qu'on estime qu'il y a eu tromperie. Par contre, on estime que dans les biens immobiliers, parfois il n'y a pas. Et donc, comme il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est finalement quelque chose qui vaut tout l'argent du monde, puisqu'il n'y a pas cette notion-là. On m'a dit, mais c'est pas le seul. Avadi Mushtarot, Nami, les serviteurs et les documents de créance également. Et Naimona, il n'y a pas de din de Onaa. Et donc, du coup, ça devrait s'appeler Shavek Kesef. Or, c'est pas le cas. Et la Maraba Baroula, Dava Anikne, Bekesef. Vous voyez, dans Shavek Kesef, c'est quelque chose qui s'acquiert avec du Kesef, avec de l'argent, comme les terrains. Et vous voyez, mais c'est pas les seuls. Avadi Mushtarot, Nami, pareil pour les serviteurs et les documents de créance. Ils s'achètent. Nikne Bekesef. Amarabashi, Shavek Kesef. Vélo Kesef. C'est quoi Shavek Kesef? Pourquoi Shavek Kesef ça veut dire les biens immobiliers? Parce que Shavek Kesef, l'équivalent de l'argent, ça vient s'opposer à l'argent. Et les biens mobiliers sont de l'argent, sont considérés sur certains points comme de l'argent liquide. Vélo Kesef, VNE, Koulou Kesef Nino, et finalement tous les biens mobiliers sont considérés comme de l'argent liquide. Donc c'est pour ça que par opposition, Shavek Kesef, cela désigne les biens immobiliers. Nagma object, Ramina Raviuda Bachinena, la Ravuna, Bered Raviushua. Objection de Raviuda Ravuna. Tena, Shavek Kesef Melamech, Ein Bedinis Kakin, Yalen Chassim, Sheish Bem Lemachariut. On dit que de cette braïta on apprend que Shavek Kesef, ça veut dire qu'il n'y a que lorsque il a celui qui a créé le dommage possède des biens immobiliers que le Bedin peut lui prendre. Vehatania, pourtant, une braïta qui dit que Yashiv, celui qui est responsable, celui qui, là-bas dans le cas du Pasuk, on parle de celui qui a creusé le puits, Ba'alabo Yeshalem, Kesef Yashiv li Ba'alav, il rendra l'argent à celui qui est propriétaire de l'animal qui s'est blessé ou qui est mort, les raboches avec Kesef Philosoubine, c'est pour nous apprendre que même Shavek Kesef, donc même des objets, même soubine, même des épis de blé, n'importe quoi, des choses qui n'ont pas énormément de valeur, finalement, on paye avec, donc on voit bien qu'on ne paye pas qu'avec. Les Nechassim qui n'ont pas d'achayou, donc des biens immobiliers, Achabim Askinan, Beyat, mais la de quoi on parle? On parle d'un cas où ce sont des héritiers. On ne parle pas d'un cas classique. On parle d'un cas où la personne qui a créé le dommage n'est plus là. Et la personne n'étant plus là, on ne peut récupérer chez les héritiers que les biens immobiliers et non pas les biens immobiliers pour payer la dette que le père avait vis-à-vis de la victime. Elle m'a dit, mais si c'est des yetomim, si c'est des orphelins, je comprends plus la fin. Emma Sefa, im kadam nizak betafas mitaltelin. Si la victime s'est servie et a pris les biens, bedin gobim lo mehen, ni le bedin récupère, ibiyatme, amai bedin gobim lo mehen. Si ce sont des yetomim, pourquoi on dit que justement le bedin vient récupérer? Comment on peut dire finalement que le bedin accepte finalement
que ça serve de remboursement. Alors que nous, on a un principe, c'est que normalement, on ne prend pas les biens mobiliers des héritiers. La Gemara dit Kedama Rava, comme explique Rava ailleurs, Amar Rav Nachman ou Rav Nachman, Shtafas Mechaim, c'est un cas où il a pris du vivant. Donc ce sera un cas assez particulier. Donc on n'aurait pas affaire à quelqu'un de vivant, mais à quelqu'un qui est décédé, mais dont les biens mobiliers ont été pris par la victime de son vivant. Achanami pareil chez nous, Shtafas Mechaim. Et donc du coup, on aura un cas où on parle d'héritiers. Donc lorsqu'on a affaire à des héritiers, effectivement, on ne peut récupérer les biens des héritiers pour rembourser la dette du père qui est ici une dette à cause d'un dommage que des biens immobiliers. Par contre, si du vivant du père, la victime s'est servi des biens mobiliers de celui qui était responsable, à ce moment-là, on laisse ainsi. Maintenant, on a dit dans la Mishnah, Bifne Bedin, devant le Bedin. Alors, c'est quoi devant le Bedin? Nous, on imagine pour l'instant qu'il faut que la personne possède des biens au moment où elle se présente devant le Bedin, pour que le Bedin puisse justement récupérer ses biens. Ça veut dire quoi? Prat le mochan echasav. Ça veut dire exclure celui qui a vendu ses biens et qui n'a plus l'argent. Chakar olair le Bedin et qui après se présente au Bedin, et du coup le Bedin ne pourrait rien faire. On m'a dit Shmarmina. De là, tu voudrais déduire quoi? Mais ça n'a pas de sens. Que celui qui emprunte. Et après, il prend ses biens qui sont hypothéqués, du coup, il les vend. Et il dépense son argent. Après, il arrive au Bedin. En Bedin, Govinlo, mais tu vas me dire que dans ce cas-là, le Bedin n'irait pas récupérer les biens qu'il a vendus. C'est faux, on sait très bien. Qu'on récupère la couchotte, les biens justement qui ont été vendus. Et là, Prat les bedin chez les idiototes. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut un bedin dans la Mishnah, ça n'a rien à voir avec le fait que la personne doit se présenter dans le bedin avec des terrains qui sont encore en sa possession et non pas vendus, ça n'a rien à voir. On est en train de parler de la qualité du bedin, qu'il faut un vrai bedin. Le vrai bedin, c'est le vrai bedin de la Torah, qui normalement a la force de juger les dîmes financiers, les knasot. Et ce type de bedin là, c'est ce qu'on appelle les bedin qui sont smuchim, c'est qui sont finalement des rabbanim qui ont été nommés par des rabbanim, qui ont été nommés par des rabbanim, qui ont été nommés par des rabbanim qui remontent cette Shalshelet jusqu'à Moshe Rabbeinu. Normalement, en Eretz Israël, tant que l'on a affaire à des rabbanim qui eux-mêmes ont été nommés par des rabbanim, donc depuis Moshe Rabbeinu a nommé des rabbanim, des dayanim, qui donc ont la possibilité eux-mêmes de trancher des affaires financières et ont également la possibilité de nommer et de transférer cette capacité, cette smicha à quelqu'un d'autre. Et il fallait que ça se passe en Eretz Israël et qu'il n'y ait pas d'interruption. Or, l'interruption s'est produite à un moment donné en Galoute, en exil, et du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a plus le Bedin, ce Bedin-là. Donc, on a encore des affaires financières que l'on juge aujourd'hui, parce qu'on part du principe qu'on est plus ou moins, on a la possibilité de le faire soit pour éviter que ce soit trop compliqué, soit parce qu'on peut estimer qu'on est plus ou moins envoyé par les premières générations pour le faire. Mais dès qu'on a affaire à des dinim, où il y a des knassot, où il y a des sanctions, des amendes de la Torah, avec des valeurs fortes, et là ici il faut être certain qu'on applique le din Torah, on ne peut pas se permettre d'appliquer un din qui est humain. Du coup c'est un problème, c'est pour ça que la Mishnah nous dit qu'il faut un beddin. On va résumer très rapidement ce qu'on a vu. On a vu que lorsque quelqu'un empruntait un taureau et qu'il ne s'engageait pas à prendre la responsabilité de ces dommages, il pouvait effectivement être dispensé des dommages que ce taureau emprunté allait occasionner. Après on avait vu une marloquette Amoraïm et une marloquette Tanaïm qui finalement était assez restreinte et qui était finalement c'était pas une marloquette Tanaïm, c'était plutôt deux cas. C'est en apparence une marloquette Tanaïm, mais finalement c'est deux cas différents. C'est lorsqu'on dit qu'il faut, pour être hayav, il faut que l'endroit appartienne à la victime. On peut estimer que si elle appartient à la victime que dans un domaine et que dans les autres domaines ils sont associés, selon Abaye en tout cas, c'est suffisant pour que cela s'appelle que c'est justement le Reshut Mizak ou bien Bizacher, que c'est bien dans le champ de la personne en question. Et certains pensent que oui, certains pensent que non. Donc du coup, il se peut que la marloquette Amoraïm qu'on avait au sujet de la Mishnah soit celle-ci justement. Est-ce que on pense comme Abaye que lorsque les deux peuvent utiliser les récoltes du terrain ensemble, ils sont associés. Par contre, par rapport aux animaux, ils ne le sont pas. Est-ce que ça s'appelle le Reshut Mizak Bizacher pour pouvoir appliquer le din de Shen Varegel? Selon certains, oui. Selon d'autres, non. Et c'est comme ça qu'on explique la contradiction entre les deux Braithot. Et c'est éventuellement cette discussion entre Rabbi Zera et Abaye qui serait la marloquette
Amoraïm cités précédemment. On a vu après une braïta avec 4 cas, et dans ces 4 cas, quoi qu'il arrive, on avait un souci. Soit on avait 3 cas, mais comme on citait Rabbi Tarfon et Rabbanan, on avait 4 halachot, c'est pour ça que ça faisait 4, et finalement on n'avait que 3 situations. Et la marque de Rabbi Tarfon et Rabbanan, on la rappelle, elle est importante, c'est lorsque lorsque l'animal encorne, et que ça se passe dans le domaine exclusif de la victime, selon Rabbi Tarfon, dans ce cas-là, même si le taureau en a sa première fois, le propriétaire paiera la totalité du dommage, qui n'est pas évidemment l'avis de Rabbanan, qui est l'avis le plus retenu. Ça, c'est la première lecture. Autre lecture, ces 4 cas sont finalement 3 halachot, mais dans 4 cas différents. 4 cas différents, mais qui retombent sur 3 dynim différents. On a vu après que dans la Mishnah suivante, lorsque l'on avait un dommage, il fallait l'estimer en argent, de manière claire, et après payer d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas faire un échange entre l'animal qui a blessé et l'objet qui a été endommagé ou l'inverse. On ne peut pas faire comme ça de manière approximative. Il faut réellement donner une valeur au dommage. On a vu également après que Shavek Kesef, ça voulait dire que lorsque l'on prenait l'argent aux héritiers pour payer les dommages que leur père avait fait, une fois que la personne était décédée, on ne pouvait prendre que les biens immobiliers, pas les biens mobiliers. Par contre, si du vivant du père, la victime s'était servie parmi les biens mobiliers, à ce moment-là, on laisse la chose se faire, puisque cela s'est fait du vivant du père et non pas après son décès. Et on a vu également, à la toute fin, on a vu qu'il fallait absolument que ça se fasse devant un bedin. Ce qu'on appelait un bedin ici, c'était un bedin qui était smuchim, c'est-à-dire un bedin qui était composé de rabbanim, qui avaient été eux-mêmes nommés par des rabbanim, qui étaient eux-mêmes nommés par des rabbanim, et qui suivent comme ça une lignée depuis les premiers dayanim qui ont été nommés par Moshe Rabbeinu.